Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouvel épisode des balados de l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous recevons M. Raphaël Vandel. Monsieur Vandel, bienvenue à l'Institut d'études anciennes et médiévales de l'Université Laval. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce troisième épisode des balados de l'Institut. Et tout simplement, d'entrée de jeu, peut-être vous présenter pour nos auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Bien, donc moi je viens de Belgique, je suis né et j'ai grandi à Bruxelles et j'ai fait mes études à Bruxelles, à l'Université libre de Bruxelles pour être plus précis. Ma première formation est en philosophie, j'ai fait le bachelier et puis le master, la maîtrise en philosophie et j'ai complété le master par un master en langue et littérature chinoise. Au cours de mes études en philosophie, je me suis intéressé à la pensée chinoise et donc j'ai décidé d'apprendre le chinois, d'en savoir plus sur la Chine et d'entreprendre des études sur la Chine. Après mon master, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse doctorale du Fonds pour la recherche scientifique de Belgique, le FNRS, pour une thèse de doctorat en philosophie comparée pour être plus précis. Thèse en philosophie comparée qui m'a amené à travailler à la fois sur la pensée chinoise qui m'intéressait pour mon master, mais également sur la pensée grecque et plus précisément sur la pensée de l'Antiquité tardive. Et donc j'ai entrepris un exercice de comparaison entre ce philosophe néoplatonicien tardif qui répond au nom de Damasius et un lettré et commentateur chinois du nom de Kuo Xiang, donc Kuo Xiang qui a vécu et écrit au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, 3e, 4e siècle de l'ère commune. J'ai achevé et soutenu cette thèse en cotutelle entre l'Université libre de Bruxelles et l'École des hautes études en sciences sociales en 2020. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mes recherches, tout d'abord avec un financement postdoctoral octroyé par la Fondation Wiener-Anspach, qui m'a permis d'effectuer un séjour d'une année académique à l'Université d'Oxford. Et puis ensuite, je suis revenu à Bruxelles, où je poursuis actuellement des recherches postdoctorales dans le cadre d'un mandat de chargé de recherche du Fonds pour la recherche scientifique. Clairement, votre spécialité, c'est vraiment les textes philosophiques chinois en l'occurrence. Tout à fait. Et sur quel genre de texte particulièrement travaillez-vous? Alors, ma spécialisation, pour le dire comme ça, porte surtout sur les textes de l'Antiquité, les anciens textes chinois, mais que j'étudie à travers leurs commentaires, à travers les exégèses qui en ont été faites. Alors les anciens textes chinois, ce sont par exemple les entretiens de Confucius, le classique de la voie et de la vertu attribué à Lao Tzu, texte qu'on appelle parfois aussi tout simplement le Lao Tzu, et alors en particulier le Zhuang Tzu, une anthologie de textes attribués à Maître Chuang. Donc Maître Chuang, qui aurait vécu dans la seconde moitié du IVe siècle avant notre ère. Et donc c'est sur ce texte que porte le commentaire de Kuo Xiang que j'ai étudié dans ma thèse. Kuo Xiang, donc, qui est plus tardif, mais qui est l'auteur à qui on doit l'édition et le commentaire, disons, dominant, l'interprétation dominante du Zhuang Tzu tel qu'il nous est parvenu. Donc, ces textes, ils nous ont été transmis de quelle manière? En fait, comment nous est-il parvenu? Alors c'est une question intéressante et complexe à laquelle je doute de pouvoir répondre de manière exhaustive. Eh bien, les textes dans l'Antiquité chinoise sont des objets complexes. Ce sont des objets complexes pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'ils ne peuvent pas être attribués à un seul auteur.
on attribue ces textes à des figures tutélaires, à des maîtres. C'est Zhuang Tzu, donc Tzu, ce suffixe qui peut signifier maître lorsqu'il est accolé à un nom propre. Et donc, finalement, tous les grands penseurs chinois de l'Antiquité sont des maîtres. On a Confucius, en fait, la latinisation de Kong Fu Tzu, donc maître Kong. Lao Tzu, le vieux maître, Zhuang Tzu, maître Zhuang, on pourrait multiplier la liste. Eh bien, en fait, ces maîtres ne sont pas à proprement parler des auteurs. Ce sont des figures tutélaires et parfois des figures reconstruites, reconstituées a posteriori. Dans certains cas, elles ne sont pas reconstituées, elles sont construites du début à la fin. C'est le cas notamment de Lao Tzu, qu'on suppose être un personnage légendaire, puisque les informations biographiques que nous possédons à son sujet sont en fait extrêmement pauvres d'un point de vue historique. Nous n'en savons en fait presque rien de consistant. Et donc c'est un personnage autour duquel s'est constituée une légende. Donc on ne doute pas nécessairement de l'existence du personnage, plus du fait qu'il pourrait s'agir d'un ensemble d'individus, en fait, peut-être. Alors, c'est à peu près ça. Donc Lao Tzu est peut-être le cas paradigmatique de l'auteur légendaire, du personnage créé de toutes pièces pour servir de figure tutélaire, de point d'origine et également de point de référence pour l'autorité d'un texte. Le texte en lui-même, par contre, existe bel et bien. Le classique de la voix et de la vertu existe bel et bien, mais c'est un texte qui aurait été constitué sur une longue période, composé de matériaux divers par des personnes diverses, toutes anonymes. Nous ne savons pas qui a écrit le Lao Tzu, le classique de la voix et de la vertu. Ce que l'on peut en revanche conjecturer, c'est que le texte a pris forme sur une durée d'à peu près 3 siècles, dans des communautés distinctes sans être hétérogènes, par contre. Et donc le texte aura atteint une forme définitive. Alors, bon, là, ça devient particulièrement compliqué, mais par rapport à la version transmise du Lao Tzu, donc la version que la tradition a transmise, elle prend forme en fait au IIIe siècle après Jésus-Christ, au IIIe siècle de l'ère commune. Cette édition, l'œuvre, enfin en tout cas l'une des éditions principales, est l'œuvre d'un commentateur du nom de Wang Pi. Qui édite le texte, en conceptualise, en conçoit l'arrangement et qui commente le texte. Alors il existe d'autres versions transmises du Lao Tzu. L'autre version autoritaire, c'est celle de He Shanggong, qui daterait à peu près du 1er siècle après Jésus-Christ, donc qui est un cas complexe puisque He Shanggong est probablement lui-même un personnage fictif aussi. Donc voilà. Mais le texte en tant que tel est ancien. Le texte est ancien, mais l'édition, en tout cas la version Princeps, la version autoritaire, là, pour le coup, est plus récente, si l'on ose dire. Permettez-moi la question. Vous avez dit d'entrée de jeu que vous êtes quand même intéressé un peu à la culture grecque également. Je ne peux m'empêcher de faire le comparatif avec l'œuvre homérique, en fait, issu d'une tradition très orale et qui a pris forme écrite seulement, si je ne m'abuse, au 6e siècle, sous les Pisistratide, par exemple. Donc, on a quand même... je ne sais pas s'il y a un comparatif net à faire entre ces deux œuvres, ces deux personnages, mais force est de constater qu'il y a des préceptes, j'ose dire, qui dépassent les frontières civilisationnelles dans ce cas-ci. C'est tout à fait possible. Alors, je suis très loin d'être spécialiste d'Homère et de l'œuvre homérique. Je ne pourrais pas affirmer quoi que ce soit à ce sujet. À ma connaissance, je n'ai jamais lu d'études comparatives dressant une comparaison entre l'Odyssée, par exemple, et des textes comme le Lao Tzu ou les entretiens de Confucius. Bon, voilà, il faudrait chercher. Il y aurait peut-être une recherche bibliographique, une recherche de référence à faire. En revanche, ce que je pourrais dire de manière générale et peut-être un peu plus modeste, c'est le fait que la question du lien entre oralité et écriture se pose tout à fait par rapport à la littérature chinoise et par rapport au texte chinois, effectivement. Comment se fait-il que des enseignements qui, on peut le supposer,
ont pu être transmis de manière orale à une certaine époque et dans certains milieux, ont finalement été fixés par écrit, et donc acquérant une forme beaucoup plus fixée, beaucoup plus définitive que ne l'ont des enseignements oraux. Donc voilà, là il y aurait effectivement de la recherche à faire et des questions à soulever que je n'ai pas moi-même soulevées. Mais cela dit, force est de constater que le texte, dans tous les cas, a bel et bien évolué d'un point de vue oral d'une part, mais probablement par écrit d'autre part. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu des divergences entre les différents transcriptions, peut-être? Alors, bon, que le texte ait évolué de manière orale et pu faire l'objet d'enseignements oraux, bon, là, il y a des études sur ce sujet-là, et je dois avouer que ce n'est pas nécessairement mon domaine, donc je n'ose pas trop me prononcer. En revanche, oui, vous avez tout à fait raison, le texte évolue. Le texte évolue, et pour rester avec l'exemple du Lao Tzu, donc le texte prend forme sur une période longue, eh bien, il est d'une part tout à fait vraisemblable et attesté que le texte a connu des versions différentes. Et il faut ici mentionner un élément tout à fait caractéristique des textes chinois et tout à fait caractéristique des études chinoises, des études relatives à l'Antiquité chinoise depuis une cinquantaine d'années. Ont été découverts dans des tombes des corpus de textes. Des corpus de textes qui mettent au jour des versions anciennes. Bon, ils ne mettent pas au jour que cela, mais notamment des versions anciennes de textes transmis d'autre part. Donc je faisais allusion aux versions transmises du Lao Tzu. Il existe également des versions découvertes archéologiquement, découvertes dans des tombes du Lao Tzu, donc qu'on appelle versions excavées. Et donc il faut maintenant faire la différence entre les versions excavées du texte et les versions transmises. À ce jour, les versions excavées sont plus anciennes que les versions transmises et donc attestent d'un état du texte antérieur à la fixation, et à une certaine fixation, une certaine canonisation, pourrait-on dire, de ces textes. Un autre point intéressant de ces versions excavées, je dois faire ici un autre petit excursus, c'est relatif à la matérialité des textes dans la Chine ancienne. Les textes en Chine ancienne ne sont pas écrits sur du papier, ils ne sont pas non plus écrits sur du parchemin, ils sont écrits pour les pièces les plus prestigieuses sur de la soie, mais dans la majorité des cas sur des lamelles de bambou. Alors, donc sur des lamelles de bambou, les lamelles sont taillées de manière à pouvoir accueillir un nombre relativement restreint de caractères, une dizaine, une vingtaine de caractères en moyenne, donc des unités de texte relativement restreintes qu'il s'agit de lier ensemble de façon à former un rouleau, mais qui dit liaison des éléments dit déliaison possible. Et donc les textes dans la Chine ancienne sont des matériaux, des objets ouverts et éminemment fluides. Il est extrêmement facile de délier le rouleau pour y ajouter des éléments, pour y insérer une lamelle supplémentaire ou pour en soustraire une lamelle, pour réarranger l'ordre. Et donc ce sur quoi nous renseignent ces versions excavées, c'est sur eh bien, des arrangements antérieurs du texte, ou en tout cas des versions antérieures au niveau des variantes disons, textuels, hein, des textes différents avec des variantes de caractères, mais également, éventuellement, d'autres arrangements du texte qui peuvent être reconstruits à partir de ces découvertes. Donc, nécessairement, leur transmission jusqu'à nous dépend au final de ce que les anciens ont pu faire de ces textes. Bon, je dis les anciens, mais peut-être même les modernes, ou nécessairement, s'ils ont été modifiés, ces textes, on en fait une lecture différente. Et là, je ne sais pas si dans le cadre de vos recherches, vous avez réussi, vous êtes tombé sur des similitudes, des divergences entre différentes formes d'inscrits. Et là, avez-vous dû les remettre en ordre? Avez-vous dû faire un travail philologique par rapport à ça? Alors, moi, personnellement, je ne suis pas philologue, je ne suis pas paléographe, donc je ne travaille pas directement avec les manuscrits.
je ne travaille pas directement sur les versions excavé, mais forcément, lorsque on considère un texte, eh bien, il convient d'être clair, non seulement pour soi-même, mais également pour nos lecteurs ou nos interlocuteurs, hein, d'être clair par rapport à la version que nous lisons. Alors, par ma spécialisation et l'axe de mes recherches porté sur la tradition exégétique, je travaille plus généralement sur les versions transmises. Sur les versions transmises qui, elles, ont acquis une forme définitive et ont été médiées par des commentaires et donc, comme vous le disiez, par certaines lectures qu'en ont fait des commentateurs en Chine médiévale, en Chine impériale ou en Chine moderne. La tradition intellectuelle chinoise se caractérise par un poids énorme de la tradition, ou plutôt des traditions, des pratiques exégétiques. Donc lorsqu'on lit un texte, on peut le lire à travers les yeux d'un commentateur. Lire le Lao Tzu dans la version de Wang Pi, ce n'est pas le lire dans la version d'un commentateur du XIIIe siècle, par exemple. Le texte est interprété différemment. Le texte est interprété différemment et possiblement agencé différemment aussi. Agencé également différemment. Pour revenir peut-être au niveau de des versions excavées, et pour donner un exemple concret des variantes auxquelles elles nous exposent, hein, puisque, bon, lorsqu'on lit le texte, on essaye de comprendre ce qu'il dit, de l'interpréter, de lui donner sens, et même parfois, le cas échéant, de le traduire, eh bien, on peut également trouver dans les versions excavées d'autres lectures, ou en tout cas de quoi nourrir notre interprétation. Et il y a un cas particulièrement intéressant dans le classique des changements. Donc, le classique des changements est l'un des piliers de la culture classique chinoise. Hein. Il y a en général 5 classiques, 5 textes ou 5 corpus qui sont déterminants pour la tradition intellectuelle chinoise. Le classique des changements, donc le I Ching, qu'on connaît également sous le titre de Livre des mutations, en est un. Eh bien, dans le classique des changements, dans sa version transmise, nous trouvons, donc on est dans une section du classique des changements qui s'appelle le Grand Commentaire, 12e section du Grand Commentaire, partie 1, nous trouvons cette phrase qui dit les changements, ou le changement, possède un fait suprême. Donc, Iyo Tai Chi. Tai Chi, donc le fait suprême que la tradition a parfois interprété comme, eh bien, la dernière limite du monde phénoménal, ce qui culmine au-dessus de toute chose et marque la limite du monde sublunaire, pour le dire dans des termes aristotéliciens. Impropre à propos du texte, mais peu importe ici. Donc, les mutations, les changements possèdent un fait suprême. Alors évidemment, la question se pose, et s'est posée pour la tradition exégétique, de savoir mais qu'est-ce que c'est que ce fait suprême, de quoi parle-t-on? Et il y a une littérature exégétique et une littérature secondaire, hein, des commentateurs et des spécialistes aujourd'hui abondantes pour essayer de déterminer finalement qu'est-ce que ce fait suprême. Si l'on regarde maintenant la version de ce texte dans une version excavée, eh bien, la phrase est tout à fait différente parce qu'elle ne se lit pas les mutations, les changements possèdent un fait suprême, mais le changement possède une grande constance. Donc, à un caractère près, on n'a pas Iyo Tai Chi, on a Iyo Ta Heng. Les deux caractères sont relativement proches, mais le texte dit autre chose. On comprend peut-être plus facilement l'idée d'une grande constance, l'idée il y a une permanence dans le changement, il y a une espèce de constance dans les transformations, dans les mutations des choses, des êtres et des situations, là où l'affirmation de l'existence d'un fait suprême se comprend moins facilement. La littérature exégétique aurait pris un tour certainement fort différent si c'est cette version découverte et attestée par des versions excavées des textes qui avaient été transmises. Donc là, effectivement, il y a un véritable enjeu, un enjeu d'interprétation qui repose finalement sur une variante assez locale, disons, du texte. Au final. Puis, bon, donc, si je comprends bien, nous avons la source première, donc qui peut être modifiée.
mais qui est reprise par ses commentateurs. Et nous, afin d'avoir accès à ces textes, qui vous nous conseillez d'aller lire, d'aller voir? Bien, bon, c'est une vaste question, hein. Il n'est pas question ici d'étaler toute la littérature, mais finalement, tout dépendra du projet avec lequel vous lisez le texte. Et tout dépendra également de votre perspective. Alors bien sûr, pour les lecteurs cynisants, eh bien, il s'agirait de déterminer l'une des versions du texte, de lire le chinois, d'aller le lire dans la langue originale, tout en ayant conscience effectivement que, eh bien, il ne suffit pas de se référer à n'importe quelle édition du texte, hein. La littérature chinoise est pléthorique, la littérature moderne est pléthorique sur ces sujets, sur ces classiques, et donc, eh bien, là, il s'agirait déjà de trancher. Lit-on le texte dans une version excavée ou dans une version transmise? Et puis alors, lisons-nous le texte à travers un commentateur? Et si oui, lequel? De quelle époque? Un petit peu de la même manière que si nous décidions de lire la métaphysique d'Aristote, est-ce qu'on la lit avec Alexandre d'Aphrodise ou est-ce qu'on la lit avec Thomas d'Aquin? Voilà. Donc, il y a ce premier choix à poser. En matière de traduction, le choix est peut-être encore plus compliqué, puisqu'il faudra déterminer si nous lisons un traducteur qui traduit le texte source, d'une certaine manière, le texte du classique, le texte du maître ancien, et s'il le traduit à travers un commentaire ou non. On estime de plus en plus, il y a une vague d'études de plus en plus importante qui entreprend de relire les textes classiques à la lumière des commentaires et donc de les traduire à la lumière du commentaire, puisque les commentaires ne sont pas que des explications du sens, mais parfois des explications de la lettre du texte et qui nous indiquent, qui nous suggèrent en tout cas des pistes de compréhension pour tel ou tel caractère, pour telle ou telle phrase. Et donc il s'agit de déterminer si le traducteur s'est aidé de la littérature exégétique comme d'un outil de traduction, et tous les traducteurs ne sont pas explicites lorsqu'ils le font, ou alors si le traducteur a voulu lire le texte et rien que le texte. Et à ce moment-là, il faudra effectivement être attentif aux versions que le traducteur, la traductrice aura utilisées dans sa lecture. Et cette communauté savante, je me permets la question parce que c'est quand même pas à tous les jours qu'on a la chance de discuter avec un spécialiste de la philosophie chinoise. Donc, cette communauté savante est-elle principalement occidentale ou il y a énormément de Chinois même qui s'intéressent à leur culture antique? Les Chinois, les académiques et les chercheurs et chercheuses chinoises sont très actifs pour travailler sur leur propre héritage culturel, sur leur propre passé, sur leur propre tradition. Donc il y a une littérature secondaire importante en chinois même. Il y a également une importante littérature en anglais. Il y a évidemment une importante communauté sinologique en Occident, qu'ils soient en Europe ou en Amérique, des chercheurs et chercheuses occidentaux qui étudient la littérature et la pensée chinoise classique. Donc finalement, il y a également une importante communauté sinologique au Japon. Les Japonais sont extrêmement actifs dans ce domaine-là aussi. La proximité fait qu'ils s'en intéressent, qu'ils s'y intéressent ou... Bon, alors là, je ne suis peut-être pas le plus à même pour répondre à cette question, étant donné que je dois avouer mon ignorance du japonais et de la langue japonaise, mais il y a certainement une forme de passé partagé, ou en tout cas de culture, de tradition partagée, étant donné que les classiques chinois sont passés au Japon, qu'une grande part de la culture chinoise est passée, a été intégrée, adoptée et réinterprétée, ça a pu servir de développement à la culture japonaise. Les Japonais avaient cette facilité que, pour une certaine mesure, ils utilisaient la même écriture que les Chinois. Ça s'écrit de la même manière, mais c'est prononcé différemment, d'une certaine manière. Okay. Voilà, la communauté savante sinologique est tout à fait internationale et partagée autant en Chine, en Asie, qu'en Occident, de part et d'autre de l'Atlantique, si j'ose dire. Et
Donc, en somme, quelle méthode préconisez-vous pour étudier ces textes? Alors, encore une fois, tout dépendra du projet. Tout dépendra du projet qui est le vôtre. Personnellement, d'un point de vue de philosophe, pour faire une lecture philosophique de ces textes, eh bien, je recommanderais tout d'abord d'être extrêmement conscient des spécificités de ces textes, des spécificités que nous avons abordées à travers vos questions, eh bien de la multiplicité des versions, de l'existence de versions transmises et de versions non transmises, et également du poids de la littérature exégétique. Donc il faut être conscient de cela et être attentif aux textes que nous lisons. Que lisons-nous ? J'ai l'habitude de dire aux étudiants à qui je m'adresse qu'un texte chinois n'est pas un donné. Le texte chinois n'est pas un donné, c'est un objet construit de multiples manières, mais donc il ne suffit pas de se procurer n'importe quelle traduction, il ne suffit pas de se procurer n'importe quelle édition non plus, il faut être conscient du travail des philologues, des paléographes et de toutes ces personnes qui travaillent sur les sources premières pour nous donner des textes à traduire et puis des textes à lire. Donc la méthode ou plutôt le conseil que je donnerais, c'est finalement des règles de bon sens, de se renseigner sur ce qu'on lit, de se renseigner sur eh bien, qui sont les traducteurs et éventuellement les éditeurs, quels étaient leurs propres projets dans la lecture des textes avant de nous-mêmes développer un projet de connaissance, un projet d'information, un projet scientifique à l'égard de ces textes. Excellent. De toute façon, pour nos auditeurs, les personnes qui nous écoutent, il y aura des références évidemment en description pour celles et ceux qui s'intéressent. Monsieur Vandel, je vous laisse le mot de la fin, bien évidemment. Si vous avez quelque chose, des références peut-être à suggérer. Oui, mais alors, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la pensée chinoise, le livre qui m'a servi de livre de chevet, c'est l'ouvrage de Han Cheng, publié au Seuil, donc aux éditions du Seuil à Paris en 1997 et réédité depuis. Donc l'ouvrage Histoire de la pensée chinoise, qui est vraiment un livre formidable d'érudition et qui parcourt l'histoire de la pensée chinoise depuis l'Antiquité jusqu'au début de la période républicaine. Donc vraiment un panorama complet, accessible et néanmoins extrêmement instruit de la pensée chinoise. J'aurais presque tendance à dire que c'est un ouvrage incontournable. Pour les lecteurs qui souhaiteraient élargir ou se tourner peut-être vers des ouvrages en anglais, je recommande l'ouvrage de Paul Goldin, The Art of Chinese Philosophy, qui s'intéresse alors là exclusivement, ou en tout cas principalement à la pensée ancienne à travers une lecture assez générale, mais néanmoins suffisamment détaillée pour être très instructive, de 8 textes fondamentaux, parmi lesquels les Entretiens de Confucius, le Zhuangzi, le Lao Tzu, le Han Fei Tzu, ouvrage fondateur de la pensée légiste, donc cet ouvrage donc, qui pourrait constituer une entrée en matière solide, centrée sur les textes de l'Antiquité. Excellent. Monsieur Vandel, merci de nouveau de vous être prêté au jeu. C'est apprécié. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre présence. Puis au plaisir de vous reparler prochainement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.